Bien, merci Marie-Carmen. Donc, je vais insister davantage dans ma présentation sur la formation à être et à devenir psychothérapeute. Voilà, donc quelques points là-dessus, enfin surtout quelques questions, quelques ouvertures. Donc, je rappellerai très rapidement, mais Marie-Carmen l'a bien fait. Donc, le titre de psychothérapeute a été réglementé pour éviter des dérives sectaires, mais depuis sa reconnaissance, la question de la formation n'est toujours pas éludée. Nous avons la reconnaissance d'un titre, mais pas une absence de formation à la psychothérapie et au devenir psychothérapeute. Alors peut-être que c'est important aussi de se poser des questions du pourquoi cette absence de formation. Et les réponses à ce pourquoi nous permettent aussi peut-être de trouver en tout cas les pistes pour essayer d'améliorer cette question de la formation. Il y a d'abord la question du positionnement des universités. Beaucoup d'universitaires pensent que ce n'est pas leur rôle de former à la psychothérapie ou à être psychothérapeute et que les choses doivent se faire dans un après le master. Donc il y a vraiment des questions de positionnement. Des difficultés aussi structurelles. Moi, je pense que c'est important aussi de parler des contextes et des cadres à la fois politiques et institutionnels ici en France. Hein. C'est pas du tout anodin. Nous avons quand même, et tu l'as rappelé Marie-Carmen, avec le nombre de psychologues en France, un très grand nombre d'étudiants candidats aux études de psychologie. En tout cas dès la première année, hein, une orientation vraiment importante de ce côté. Alors on arrive à réduire. Alors, bien sûr, on ne peut pas interdire en France. Il y a l'université française, c'est aussi un droit à la poursuite des études. Alors, on n'a plus que le master 1 et le master 2 qui se révèlent assez insuffisants, puisque, comme tu le rappelais aussi, Marie-Carmen, on forme aussi des psychologues cliniciens. Il y a aussi cette formation à la psychothérapie qui n'est pas non plus un angle important pour toutes les universités. Il y a des masters qui vont cibler sur les présentations des différents types de psychothérapie ou former à la psychothérapie, mais ce n'est pas le cas de tous les masters de clinique. Et enfin, également des moyens insuffisants de l'université. On sait que les universités françaises manquent cruellement de moyens. Les enseignants-chercheurs sont souvent submergés par les tâches administratives, le suivi d'un grand nombre d'étudiants, la recherche de contrats d'études, et ce dernier étant un élément essentiel du développement des laboratoires, de la carrière également, donc qui ne permet peut-être pas suffisamment d'avoir le temps pour organiser les formations. Un point également sur la formation des enseignants-chercheurs. Tous les enseignants-chercheurs ne sont pas des praticiens et le critère de sélection, le critère d'entrée à l'université repose encore sur la recherche. Ça, c'est un point également important. Je pense qu'on devrait, en tout cas pour ma part, je pense qu'on devrait équilibrer dans les équipes à la fois des enseignants-chercheurs qui ont une pratique de la recherche et d'autres qui ont de la recherche. Ça permettrait d'équilibrer les équipes et en tout cas un certain nombre d'enseignants-chercheurs n'ont pas cette expérience de la pratique clinique. Les divergences théoriques, donc en France, on connaît bien cette question des querelles de chapelle qui sont présentes depuis plusieurs années. Il y a eu des débats passionnés dans les années 2000 au moment de la reconnaissance, un peu avant la reconnaissance du titre. En particulier, comme vous vous rappelez, ce rapport INSERM qui comparait différents types de psychothérapie qui a donné lieu à des conflits tout à fait importants. Et donc, ces querelles de chapelle, ces barrières, en tout cas entre modèles de la thérapie, ont pu sans doute empêcher, en tout cas, un consensus sur ce que pouvait être une formation. Je pense, en tout cas, comme beaucoup de collègues, que la formation à la psychothérapie à l'université est une nécessité éthique et qu'on ne peut pas justement laisser des psychologues sortir à la fin du M2 et s'installer en tant que psychothérapeute. Je pense il y a un enjeu sociétal, un enjeu politique, un enjeu éthique. On se doit de former, en tout cas à minima, avec un certain nombre de compétences, d'esprit critique. Alors probablement, ça passe certainement pas par ces querelles de chapelle, mais peut-être penser euh, enfin, d'essayer de penser une formation qui soit au-delà des théories, peut-être autour de méta-théories à construire.
Alors, quelle perspective pour améliorer la formation? Il y a, depuis longtemps, on pense au rallongement des études. Cette question du doctorat d'exercice, moi aussi, c'est un débat que je connais depuis que j'ai commencé mes études. Ces dernières années, on parle aussi d'une harmonisation européenne avec une 6e année pratique, un certain nombre d'heures d'enseignement à rajouter, 300 ou 400 heures, pour vraiment former à la psychothérapie autour d'une formation post-master. On a pensé aussi à des lieux pratiques dédiés, parce que cette question de la pratique est vraiment importante. Par exemple, avec le clinica d'exercice, qui a aussi donné lieu à des conflits importants. Justement, les clinicas d'exercice peuvent faire penser à nouveau au pouvoir de la médecine qui est refusé par un certain nombre de psychologues. Pourtant, ces lieux pratiques dédiés, c'est probablement les meilleurs pour pouvoir être formés à la psychothérapie. Il faut des lieux pratiques d'exercice qui permettent d'inclure les étudiants dans des dispositifs de cothérapie, de les faire participer, de se former en regardant faire des cliniciens expérimentés. Il me semble que c'est la meilleure manière d'apprendre, en tout cas de voir faire. Ça suppose qu'il y ait des lieux de transmission où on s'engage, que des cliniciens, enseignants-chercheurs s'engagent également dans ce type de dispositif, qu'ils acceptent d'ouvrir leur cabinet, leur consultation pour l'accueil des stagiaires. Et ça, c'est pas donné. Hein. Le fait d'accepter d'ouvrir ses propres consultations, parce qu'on peut craindre aussi ce regard extérieur. Pourtant, ça a été fait dans le passé. Il y a eu quelques créations de centres universitaires de psychothérapie. Par exemple, Toby Nathan, qui a créé le centre Georges Devreux à l'Université Paris 8, qui a été un centre qui a permis de se former à la psychothérapie en incluant des stagiaires. Moi-même, j'ai pu bénéficier de cette formation quand j'étais en doctorat et j'ai trouvé que c'était vraiment un modèle intéressant de pouvoir se former à la psychothérapie au sein d'un groupe avec des cliniciens, voir faire et avec des cliniciens expérimentés. Il y a des consultations spécialisées qui sont ouvertes par des enseignants-chercheurs dans des services de psychiatrie. Moi-même, j'en anime depuis plusieurs années. J'ai mis en place des consultations spécialisées qui permettent d'accueillir des stagiaires et donc de les faire participer à des dispositifs. Et c'est souvent des lieux vraiment de réflexion et d'échange tout à fait intéressants. Il y a également les partenariats que l'on peut avoir avec les services de soins, les services de psychiatrie. Ça suppose, et moi je partirais plutôt du principe que l'on doit collaborer, travailler en partenariat avec les psychiatres, psychologues et psychiatres. Je trouve que c'est vraiment très important qu'on puisse travailler ensemble. Alors, il y a des services de psychiatrie qui sont peut-être un peu éloignés de la psychologie, mais il y a aussi des services de psychiatrie qui sont extrêmement ouverts à la dimension psychologique et à la dimension psychothérapeutique. Et donc, il faut pouvoir travailler ensemble. En attendant qu'il y ait en tout cas qu'on ait ces doctorats d'exercice ou cette 6e année, les enseignants-chercheurs qui sont soucieux d'intégrer la formation à la psychothérapie ont ouvert des DU qui permettent quand même de développer un certain nombre de connaissances, de compétences, des DU soit focalisés sur des pratiques thérapeutiques, comme par exemple les DU hypnose ou un certain nombre de DU dans le champ des thérapies cognitivo-comportementales, mais aussi des DU qui sont basés plus spécifiquement sur la connaissance de certains profils cliniques ou psychopathos, par exemple, comme les DU trauma. Et puis, bien sûr, la place de la supervision qui est absolument essentielle. Je rappelle une étude d'Anna Castro en 2013 qui était tout à fait intéressante, qui a mené une enquête dans 3 pays, au Québec, en France et au Vietnam, et qui a interrogé plusieurs milliers de psychothérapeutes en demandant ce qui les aidait à devenir psychothérapeutes. Et le premier point, ce qui arrivait en premier, c'est le travail de supervision, aussi bien en individuel qu'en groupal. Et donc, les cliniciens ont tendance à s'engager très, très rapidement après leur formation dans cette voie de la supervision qui leur permet donc de progresser. Alors, ce qui me semble aussi important, c'est vraiment de développer les qualités et les compétences des psychothérapeutes avec cette question et ce décalage qu'il peut y avoir entre les savoir-faire et les savoir-être.
On a beaucoup insisté sur les savoir-faire. Pourtant, il reste cette question en suspens du savoir-être psychothérapeute, qui est une question pour moi, une dimension essentielle, qui n'a sans doute pas bénéficié de l'attention nécessaire, aussi bien au niveau de la recherche que de la formation. Et aujourd'hui encore, c'est le modèle biomédical basé sur l'approche de l'efficacité des médicaments qui reste dominant en matière d'évaluation des psychothérapies, et on insiste davantage dans les différents travaux de recherche et aussi dans les formations sur les techniques qui ont fait leurs preuves, avec des manuels de référence décrivant les guides de marche à suivre. Et nous raisonnons comme si l'application stricte d'un protocole d'intervention sur le modèle médical pouvait soigner telle ou telle psychopathologie, alors qu'on sait que les facteurs contribuant à la réussite de la psychothérapie sont complexes et sont pluriels. Nous savons aussi depuis longtemps, et c'est à la fois et l'expérience des cliniciens et les travaux de recherche, et il faudra bien qu'un jour, l'expérience des cliniciens et les travaux de recherche, que ça communique, hein, que ça échange entre eux, mais en tout cas, des deux côtés, aussi bien les recherches, mais aussi les observations, ont montré que si la technique et le modèle de référence du psychothérapeute constituent donc bien entendu un cadre primordial pour le clinicien, ça lui permet de travailler. Ce critère n'est pourtant pas le plus important dans la réussite de la psychothérapie. On pourrait dire que le critère du modèle et de la technique a peut-être davantage d'importance pour le clinicien, parce qu'il a besoin d'un cadre pour travailler, mais on connaît aussi l'adhésion du psychothérapeute à son modèle qui peut relever parfois de l'idéologie. Les recherches ont ainsi montré la place des facteurs communs qui interviennent dans la réussite de la psychothérapie. Elles mettent l'accent sur 3 points. Les facteurs liés au psychothérapeute, et les premières études dans les années 80, ceux de Bergin et Lambert, ont montré que le psychothérapeute constitue un élément important du changement, largement supérieur aux techniques spécifiques. Et puis les autres facteurs communs, les facteurs liés à l'alliance thérapeutique, sur lesquels d'ailleurs l'école de Lausanne a beaucoup travaillé, et Yves de Rotten nous en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, les facteurs tenant aux patients. Donc, fort de ces données, à la fois de l'expérience et de la recherche, il nous faut donc davantage travailler à une formation qui mette aussi en avant les savoir-être à côté des savoir-faire. Devenir psychothérapeute suppose de développer un certain nombre de qualités, de l'engagement, de l'ajustement, de la sensibilité, de l'empathie, de la compréhension, de l'acceptation, une capacité de jugement clinique, des capacités relationnelles, de la plasticité, de la souplesse. Ce sont ces qualités qui sont mises en avant par les cliniciens. Dans le champ de la recherche, ce n'est pas toujours évident parce que ce sont des qualités qui ne sont pas nécessairement mesurables objectivement. Et donc, il y a aussi des résultats contradictoires des études, mais que probablement la complexité de ces phénomènes, qui sont quand même extrêmement sensibles, qui sont complexes, ça implique aussi qu'on ait recours à des méthodologies différentes, des méthodologies qualitatives en particulier, où on travaille aussi sur le point de vue des soignants eux-mêmes. Moi, c'est en tout cas un domaine qui m'intéresse aujourd'hui, de travailler sur le point de vue et les représentations des psychothérapeutes eux-mêmes. Alors, travailler sur ces qualités et ces compétences implique d'abord, et Antoine Bioy l'a bien souligné, de travailler la notion de complexité. La psychothérapie ne constitue pas un dogme. Il s'agit à chaque fois de réfléchir aux complexités, à la pluralité des situations cliniques, des problèmes posés, d'essayer de comprendre, d'apporter les réponses les plus adaptées au contexte observé. Et c'est probablement la capacité de réflexion du psychothérapeute, son ouverture, ses doutes également, parce qu'il n'y a aucune certitude dans ce domaine, qui lui permettent de progresser, d'apprendre de ses échecs, de ses erreurs, des impasses, des situations parfois extrêmes, mais qui constituent à chaque fois des moments féconds de réflexion et d'apprentissage. Dans cette question de la complexité, il y a aussi la question du sens, qui vient aussi apporter de la complexité. Le sens, dans le sens, on dépasse les niveaux de la nosographie, mais ça intègre la question aussi des représentations sociales, culturelles, personnelles, les représentations profanes de la maladie,
qui peuvent être différentes d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, mais aussi d'une époque à l'autre. La question de l'écoute, la disponibilité psychique et de la conscience réflexive. On sait combien en psychothérapie, cette disponibilité psychique à la souffrance de l'autre est importante. Ça pose des questions sur le type de formation, comment on peut développer ce sens clinique et cette souffrance, cette écoute de la souffrance de l'autre. Ça implique aussi de savoir comprendre les qualités d'empathie qui souvent dépassent le modèle théorique. Hein. Ce n'est pas une compréhension seulement intellectuelle de l'autre, du patient, mais une compréhension qui est ancrée, située dans la rencontre clinique. C'est aussi, et de nombreux chercheurs et cliniciens l'ont montré, cette capacité du clinicien autour de la conscience réflexive d'utiliser ses ressources, de pouvoir réfléchir sur soi, sur l'autre, sur la relation avec l'autre, hein, cette notion de conscience réflexive qui est extrêmement importante. C'est aussi pour développer les capacités relationnelles d'être suffisamment souple, de développer la plasticité, l'ajustement. Cette notion d'ajustement, l'école de Lausanne a développé ce modèle de l'ajustement. Les travaux en particulier de Jean-Nicolas Desplan et Yves de Roten, qui ont montré donc, dans leur étude tout à fait remarquable que cette notion d'ajustement était très corrélée à l'amélioration thérapeutique. Mais au-delà et de manière plus globale, on sait qu'on ne peut pas appliquer tel quel les protocoles. Je discutais récemment avec une de mes collègues qui venait de se former à l'EMDR pour la question des traumas, mais elle a une population de réfugiés, demandeurs d'asile qui sont dans une très grande précarité. Ce sont des personnes qui vivent à la rue, qui ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Et elle me dit, mais dans le MDR, il y a l'utilisation de certaines images, par exemple. Il faut développer une image autour de la sécurité, par exemple. Comment penser la sécurité donc dans un tel cadre? Et donc, le clinicien est bien obligé de s'adapter, de bricoler des dispositifs. Hein. C'est ce que dans une recherche actuelle que l'on mène en particulier auprès des soignants qui accompagnent les demandeurs d'asile, c'est quand même cet élément qui revient le plus souvent, cette idée du bricolage, hein, et de pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Et donc, ça implique aussi cette notion de flexibilité qui est une qualité également importante chez le clinicien. L'ajustement passe sans doute aussi par des changements de posture, de positionnement. Toujours dans l'étude actuelle que nous menons, on voit combien chez les soignants qui sont amenés à prendre en charge les demandeurs d'asile, qui sont dans une grande précarité, où il y a un moment où ils sont dans de véritables impasses, des difficultés, de l'épuisement. Et il y a une sorte de tournant à un moment donné où ils vont s'interroger sur ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent travailler. Et c'est cette interrogation qui amène à un changement de posture, un repositionnement du point de vue professionnel. Et c'est souvent un repositionnement qui se fait avec une centration sur la question relationnelle, sur la question de la rencontre clinique qui reste le fondamental dans le champ de la psychothérapie. Et on voit combien cette question de l'ajustement, elle vient aussi à partir de périodes aussi critiques et de réflexion intense pour le psychothérapeute. La question de la sensibilité du thérapeute qui est importante. Alors, il y a la question, dans la sensibilité, il y a la question de la santé. Alors, on sait qu'un bon psychothérapeute, c'est quelqu'un qui a une santé, en tout cas quelque chose d'assez sain, en tout cas, ou qui a pu régler un certain nombre de difficultés. Mais au-delà, même si le psychothérapeute est en bonne santé, en tout cas au départ, il y a quand même des situations cliniques qui sont complexes. La question du burn-out, du trauma vicariant, la question de l'épuisement professionnel qui est importante à prendre en compte. On sait qu'il y a une certaine pudeur à ne pas aborder ces questions de sensibilité chez le clinicien. La question aussi de la honte du clinicien à pouvoir aborder ces questions de vécu d'impuissance
je, dans les cliniques que j'ai mis en place, en particulier qui font intervenir de jeunes psychothérapeutes en formation, ce que j'ai constaté, on travaille avec des populations qui ont des traumas extrêmes, eh bien, l'écoute de ces récits traumatiques entraîne souvent des moments de figement, d'impuissance, d'effroi, qui figent l'élaboration des thérapeutes, mais ce figement peut entraîner du coup des impasses thérapeutiques, des ruptures thérapeutiques, parce qu'on est lassé de ces patients et évidemment, du point de vue non verbal, ça peut se voir, ça peut conduire à des ruptures thérapeutiques. Et ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur ces moments-là d'impuissance, de pouvoir les échanger, de pouvoir voir à quoi ça correspond. Et ça ne correspond pas toujours à des histoires personnelles, à des contre-transferts privés ou personnels, ça correspond à ce que nous font les récits traumatiques et que ces récits traumatiques le font à tous les psychothérapeutes. Donc cette question de la sensibilité du thérapeute, pour moi, doit être intégrée également dans la formation à la psychothérapie. Je cite Lecomte, 2004, les meilleurs psychothérapeutes semblent être ceux qui reconnaissent leur subjectivité et qui parviennent à autoréguler et réguler le lien avec le patient. La capacité du changement du thérapeute, je reprends mes premières lectures et celles de Rogers, dont je me rappellerai toujours de cet élément qu'il soulignait, qui était que pour changer, enfin, en tout cas pour travailler dans le changement chez le patient, il faut aussi que le thérapeute n'ait pas peur de son propre changement. Et donc, il y a aussi cette évolution et ce changement qui est important, en particulier autour des situations de l'humilité qu'on acquiert petit à petit. Je pense qu'il y a tout un travail aussi à faire sur la question de la toute-puissance que l'on peut avoir quand on commence le travail thérapeutique, de vouloir soigner malgré tout et à tout prix. Et donc, cette humilité que l'on apprend au fur et à mesure, avec l'expérience, avec les difficultés. Et c'est une véritable évolution, en tout cas, du point de vue du positionnement. Alors, travailler sur tous ces éléments, en attendant qu'on ait le doctorat d'exercice, en attendant que l'on ait cette 6e année, ça implique, en tout cas dès maintenant, de créer des espaces de réflexion, d'échange avec nos étudiants. Il y a un certain nombre de méthodes que l'on connaît bien, qui sont intéressantes. La formulation de cas, par exemple, qui est pas mal développée aujourd'hui. Qui permet de dépasser le psychodiagnostic et de travailler sur l'indication thérapeutique, l'orientation thérapeutique, de faire des inférences, des hypothèses. En particulier avec la formulation de cas, on peut s'appuyer aussi sur les recherches. Par exemple, on sait que les premières séances de psychothérapie sont celles qui comptent le plus, qui prédisent le déroulement de la psychothérapie. Or, travailler sur des cas vidéo, des cas audio avec les étudiants, de se mettre en situation, de travailler sur ces indications, sur les difficultés, ça peut être tout à fait intéressant. De continuer, bien entendu, le travail de supervision, d'intervision, qui sont des lieux privilégiés pour élaborer l'expérience, de développer les pratiques interactives, les cas vidéo, d'assister à des séances, des mises en situation clinique, etc. Donc, pour conclure, je voudrais à nouveau insister que le fait que la formation ne doit pas seulement se baser sur les savoir-faire, mais aussi sur les savoir-être psychothérapeutes, en incluant bien sûr cette question de l'expérience, de la pratique, d'intégrer également, comme mes collègues l'ont rappelé tout à l'heure, la question de la complexité, de développer l'esprit critique, et puis peut-être de travailler au-delà des théories, peut-être à l'élaboration de métathéories de la psychothérapie. Et je cite quand même Colette Chilan, hein, qui avait déjà évoqué cette question-là dans la formation clinique. Voilà, je vous remercie.